Je m'appelle Nicolas Blanchard, je suis doctorant effectivement donc, en géographie et je travaille depuis 2018 sur voilà, l'étude de l'évolution des paysages, de la construction de l'espace forestier des couves. Donc une approche hybride croisant des sources historiques, des données archéologiques et quelque chose que l'on va voir aussi, qui va peut-être moins vous parler, mais des données paléoécologiques. Et donc l'objectif, c'était de comprendre l'évolution de ce massif sur la plus longue période possible à documenter. Il se trouve que l'on a réussi à remonter jusqu'au néolithique, d'où le titre de cette présentation de ce soir. Donc l'objectif, c'était effectivement de vous présenter les résultats d'une recherche voilà, de 5 ans, mais également de vous faire découvrir les techniques, les méthodes que j'ai pu employer. Et cette étude, elle est effectivement donc, en plusieurs points inédite, dans la mesure où on ne s'attendait pas du tout aux résultats que l'on a trouvés. Je ne m'attendais pas non plus à remonter aussi loin. Et puis surtout, c'est la première fois dans l'ordre que l'on établit ce genre d'études. C'est de vous présenter dans un premier temps un court état des lieux pour mieux comprendre ce qui fait l'originalité du massif forestier des Couves. Voilà, c'est souvent assez intéressant d'aller voir ailleurs ce qui se passe pour bien comprendre ce qui fait l'unicité du massif forestier des Couves. Et forcément, voilà, dans une deuxième partie, vraiment les résultats que vous attendez ce soir sur l'évolution des paysages et de son histoire et du rapport des sociétés humaines avec cette forêt. Alors, comme je le disais, pour vraiment révéler l'intérêt d'un terrain d'étude, il est important d'aller voir ailleurs pour mettre en évidence sur d'autres contextes forestiers c'est une façon finalement de faire des parallèles, de faire des comparaisons. Voilà, donc ce qui nous permet vraiment de bien et de mieux saisir ce qui caractérise finalement ce massif forestier. Alors, ayant commencé ma thèse en 2018, je ne suis pas le premier à avoir exploré la forêt sous le biais de l'histoire, de la géographie, de l'archéologie, puisque la forêt, les massifs forestiers en général, constituent un terrain de recherche depuis à peu près une trentaine d'années, et un peu moins pour l'archéologie et les sciences connexes. Depuis les années 80, finalement, la forêt, elle fait effectivement l'objet d'un intérêt tout particulier de disciplines qui jusqu'alors ne s'intéressaient pas beaucoup au milieu forestier. Donc c'est le cas de l'histoire, de la géographie, mais surtout de l'archéologie aux environs des années 2000. Alors vous avez souvent ces courants historiques comme l'histoire environnementale, la géographie historique, l'archéologie des paysages, des techniques, des usages, etc. Et ces champs de recherche finalement ont largement contribué à renouveler le regard sur l'évolution des forêts et nos connaissances que l'on peut avoir sur les sous-bois. Alors cet intérêt pour l'archéologie en milieu forestier s'est largement développé aux alentours des années 2000 avec l'apparition d'un outil qu'on appelle le LIDAR, qui est un outil qui permet de cartographier de façon extrêmement précise le sol. Donc c'est en fait un boîtier laser qui est embarqué à bord d'un avion qui va survoler une surface donnée, donc ici la forêt, et il va émettre des impulsions laser, et en fait chaque point va descendre de l'avion, va toucher une branche, le sol, etc., et va remonter une information géographique à l'avion qui va synthétiser tout ça. Donc en gros, tous les points sont géoréférencés. On a ensuite un grand nuage de points que l'on va traiter numériquement, et on va supprimer entre guillemets la forêt pour n'obtenir vraiment que la surface du sol. Alors concrètement, comment ça se passe ? Eh bien simplement, ici vous avez une image satellite. On est ici sur la lande de Goux. Alors on est dans le cadre, sur un site archéologique. On observe ici la canopée. On a des réseaux de chemins, etc. Mais on ne voit pas le site archéo. Le site a été utilisé plusieurs fois. Il est connu comme étant associé à la protohistoire, donc plutôt âge du fer, âge du bronze, âge du fer, et réutilisé durant le Moyen-Âge. Donc voilà vraiment l'intérêt du LIDAR sur les massifs forestiers. Alors grâce à cette technologie, il y a eu de nombreux travaux réalisés en France et en Europe qui ont mis en évidence l'existence quasi systématique de terroirs agricoles protohistoriques ou antiques, voire médiévaux, sous le couvert forestier. Donc finalement, la forêt a permis de conserver ces vestiges. Et par la présence de ces parcelles agricoles, ça indique effectivement que la forêt, contrairement à ce que l'on imagine, elle est apparue après, à la suite d'un abandon, d'un mouvement de population, d'une épidémie, d'une guerre, etc.
Donc ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, la forêt, elle ne renseigne pas seulement sur l'écosystème naturel tel qu'on peut l'observer à vue d'œil, elle renseigne aussi sur des terroirs planifiés, organisés, aménagés par l'homme il y a plusieurs milliers d'années. Alors ce que l'on voit ici, donc vous avez ici un relevé lidar de la forêt de Compiègne, et ici donc la forêt de Haye du côté de Nancy, et on voit effectivement que ces parcellaires, ces terroirs agricoles, eh bien, sont présents vraiment sur l'ensemble pratiquement de la surface forestière. Ce qui est vrai en France l'est également à l'étranger. En Angleterre, on voit aussi, une fois de plus, ces parcelles agricoles qui apparaissent en filigrane sous la forêt. Et puis, bizarrement, une forêt qui se trouve en Pologne, la forêt de Białowieża, qui est identifiée depuis de longue date comme étant la dernière forêt primaire d'Europe de l'Ouest. Eh bien, pourtant, on a trouvé, grâce à cette technique, plus de 20 000 structures archéologiques conservées dans cette forêt. Donc, vous voyez que finalement, forêt primaire, où est-ce qu'on est? Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à la présence de ces structures archéologiques? Alors, plus proche de nous, en forêt de Bercé, de la même façon, on voit ces parcelles agricoles, et en forêt d'Andenne également, autour de l'enclave de l'Ermitage, on retrouve une fois de plus ces parcelles agricoles qui étaient présentes bien avant la forêt. Alors, ce que ces recherches ont apporté, c'est finalement une remise en cause de notre bagage culturel concernant la forêt, puisque tout ça est basé, en tout cas notre rapport à la forêt est basé beaucoup sur une vision très 19e de la forêt, à base de gaules chevelues, de grands défrichements au XIIe siècle, etc. Et dans bien des cas, en fait, cette vision des choses, eh bien, elle est erronée, en tout cas invalidée dans certains cas, grâce justement à ces études. Alors, ce qui est amusant aussi, c'est que finalement, les massifs forestiers constituent un objet d'étude assez atypique, puisque on identifie les forêts comme étant des espaces naturels, et pourtant, ils permettent de documenter des terroirs bien plus anciens, en tout cas aménagés il y a plusieurs siècles, et que la forêt a recolonisé. Et ça remet aussi en question eh bien tout cet imaginaire, toute cette iconographie. Bon, là, on est plutôt dans les années 50, les années 70, où on voit des villages gaulois, celtes, qui prennent place en forêt. Puisque déjà au XVIIIe, au XIXe siècle, on va retrouver des sites archéologiques en forêt, mais on va identifier ces sites comme étant les lieux d'habitation d'un peuple forestier. Dans la majorité des cas, il n'y avait pas de forêt à l'époque de l'aménagement de ces sites. Voilà, donc là, la grande question, maintenant qu'on a vu ça, c'est sur Écouvre, qu'est-ce qui se passe? Puisque en forêt de Bercé, en forêt de Bretonne, en forêt de Roumare, voilà, toutes ces forêts de la vallée de la Seine, d'Île-de-France, Pays de la Loire, c'est en train d'être fait également en Bretagne, on trouve ces parcelles agricoles. La question avec la thèse que j'ai menée, c'était justement de vérifier si ce schéma d'apparition des forêts se retrouvait sur la forêt d'Écouvre, avec la question de quelle est l'évolution de la végétation, des paysages, et puis bien sûr du rapport de l'homme, des sociétés anciennes avec la forêt. Comment elles ont influencé le paysage que l'on voit aujourd'hui. Et en utilisant les mêmes méthodes, les mêmes outils que les forêts que je viens de vous présenter, eh bien, on a retrouvé seulement que quelques parcellaires agricoles qui sont, comme vous le voyez ici, limités aux lisières actuelles du massif. Donc on est sur quelque chose de relativement récent. Ces parcelles s'appuient sur des réseaux de chemins, des ruisseaux, etc. Et surtout, la plupart on peut les documenter grâce à des archives qui datent du XVIIe, XVIIIe siècle. Donc on est sur des parcelles relativement récentes, ce qui montre que cette forêt, la forêt d'Écouvre, elle remet en question ce schéma qui est présenté dans la bibliographie sur l'étude des forêts, qui souligne que les forêts apparaissent à la suite d'un abandon d'agrosystèmes. Là, visiblement, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, et l'hypothèse, c'est que ça fonctionne différemment. Alors, pour le coup, voyant ces résultats, je me suis dit qu'il fallait aller plus loin, il fallait qu'on trouve d'autres moyens pour répondre à la question que l'on se posait. Et donc, on a eu recours à une discipline à l'interface de plusieurs autres, dont la botanique, la géologie ou l'archéologie, que l'on appelle la palynologie, donc c'est-à-dire l'étude des pollens et des spores.
Et pour pouvoir les étudier, en fait, il faut qu'on retrouve des tourbières, en tout cas des zones humides, qui permettent de séquestrer, de piéger l'information, enfin donc tous ces pollens et les sédiments que l'on va prélever grâce à un carottier. Donc on va extraire une carotte. Et ce qui est intéressant avec ces milieux, c'est qu'il y a un engorgement en eau, donc il y a une absence d'oxygène, ce qui explique qu'il n'y a pas d'oxydation ni de dégradation de l'information sédimentaire. On va effectivement sur plusieurs sites. Alors sur Écouves, on a identifié 2 tourbières qui étaient assez intéressantes puisqu'on avait des épaisseurs de tourbe favorables à l'enregistrement sédimentaire. Donc une tourbière à l'ouest, au nord-ouest, sur la lande de Goux que vous avez là, et une autre sur la Ferrière-Bêcher, juste ici, donc sur ce qu'on appelle les grands ponts Bénard. On prélève donc de la tourbe, on vient prélever tous les 5 cm, faire un échantillonnage, etc. On va compter 500 grains de pollen pour identifier chaque essence possible. Et puis tout ça va nous permettre d'observer les variations des essences que l'on va identifier pour pouvoir faire des statistiques. Alors, l'un des principaux résultats observés, c'est qu'effectivement, au néolithique, on a déjà une forêt qui est bien installée. Alors, pour rappel, le néolithique, c'est cette période entre moins 6000, moins 2300 avant notre ère. C'est une période où les groupes humains vont s'installer, vont petit à petit quitter le nomadisme. C'est l'apparition aussi des premiers villages, de l'agriculture, etc. Donc il y a un intérêt aussi pour la palynologie, puisque l'on pourrait capter des grains de céréales, etc. Ce qui pourrait aussi documenter à la fois la végétation de la forêt, mais aussi les activités humaines de proximité. Donc effectivement, la forêt, à cette époque, c'est vraiment un paysage qui est omniprésent. Pour le début de la période, donc au néolithique, on a 90% de pollen d'arbres rien qu'à la lande de Goux. Donc, ce qui veut dire qu'on est en présence d'un véritable écosystème forestier extrêmement dense, en tout cas à cette période, et que cet écosystème prédomine sur tous les autres. Du moins, il laisse peu ou très peu de place aux autres formations végétales. Alors effectivement, cette forêt, elle est composée principalement de chênes, qu'on voit ici, de noisetiers, et sur les parties les plus humides, donc dans les fonds de versants, on va retrouver de l'aulne, du saule et du bouleau. Donc tout ça va dépendre en fonction du rapport et de l'ampleur que peut prendre le chêne à travers le temps. Mais on voit effectivement, rien qu'ici, que ça fonctionne un peu en négatif. Si on a du chêne, le noisetier va peu à peu disparaître. Et puis une fois que le chêne perd de la place, c'est le noisetier qui reprend. Alors, on voit effectivement que la forêt, elle est partout, elle est omniprésente. Et l'homme dans tout ça, c'est difficile de trouver sa trace, puisque, d'un point de vue de l'archéologie, on a très peu de données. On a seulement quelques mentions de dépôts ça et là au nord du massif forestier, mais vraiment pas grand-chose. On a effectivement cette pierre levée un peu énigmatique du côté du cercueil, donc encore une fois au nord du massif, au nord de Tanville, pour ceux qui connaissent. Et au-delà de ça, pas grand-chose. Et sur le diagramme, les pollens de céréales sont inexistants. Donc, ce qui veut dire, logiquement, que l'homme n'est pas encore, en tout cas n'a pas laissé sa trace, dans le paysage. En tout cas, il n'y a pas d'installation locale, d'agriculture, etc. Alors, on continue notre voyage dans le temps. On quitte le néolithique pour la protohistoire. Donc, on est entre moins 1200 jusqu'à moins 500 avant notre ère. Donc, c'est cette période qui regroupe l'âge du fer, l'âge du bronze, et qui regroupe toutes les cultures et les peuples sans écriture, mais qui sont contemporaines de toutes ces civilisations historiques comme les Grecs et les Romains. Alors là, on va voir petit à petit qu'il y a plusieurs choses qui se passent. On voit effectivement, rien que sur la lande de Goux, qu'on a un petit groupe d'humains qui s'installent, puisqu'on a des traces de culture qui apparaissent. On a également ce qu'on appelle les rudérales. Donc c'est ce qu'on va trouver, par exemple, le plantain que vous voyez le long des chemins. Ce sont des plantes qui vont apprécier les tassements des sols. Donc on a probablement des chemins déjà à l'époque. Toutes ces essences apparaissent, mais relativement timidement. Pour autant, on a encore de la forêt. On est sur toujours une chaînée mélangée avec des noisetiers.
On voit quand même malgré tout qu'on a une baisse de la végétation forestière, puisqu'on passe de 90 à 70% de pollen pour la fin de la période qu'on aperçoit juste ici. Bon, c'est une très légère baisse, hein. L'homme est présent, mais finalement laisse une empreinte relativement faible. Alors, je disais, il y a effectivement, on l'a vu tout à l'heure, le site de Gou qui a testé comme un site occupé entre l'âge du bronze et l'âge du fer. Ce qu'on ne va pas du tout retrouver, c'est par exemple sur l'autre diagramme à l'est, il n'y a pas du tout de présence humaine. Il y a vraiment deux dynamiques relativement différentes. Et c'est ça qui est intéressant, justement, c'est toujours multiplier les sondages pour vérifier et comparer cet ensemble. Alors voilà une petite première synthèse pour cette première période entre le néolithique et la fin de la protohistoire. On a une végétation effectivement forestière très dense. Le paysage reste peu impacté par la présence de l'homme, si ce n'est qu'on va trouver quelques occupations à la lande de Gou, sur le bois d'Aché, et puis dans les environs d'Alençon ou encore sur Montméret. Voilà, on continue toujours notre voyage, on arrive dans l'Antiquité, entre moins 500 avant notre ère jusqu'à 500. Et durant cette période, il y a, en tout cas dans la bibliographie, une démographie qui est observée partout dans le bassin parisien, y compris dans le massif armoricain. Donc, dans la logique des choses, on devrait observer la même chose sur Écouves. Manque de peau, ça ne fonctionne toujours pas. On a une présence, encore une fois, de l'homme, mais dans des proportions qui sont relativement faibles par rapport à d'autres études qui ont été faites ailleurs. Voilà, par exemple, dans la Mayenne, on a déjà une présence, des indices d'anthropisation qui sont bien plus forts que dans le département de l'Orne. Ce que l'on va voir apparaître ici, c'est le début du pâturage. Effectivement, on a, dans la période précédente, vu le début de l'agriculture. Là, on voit le début de l'élevage. Et eh bien, les animaux que l'on a en association à ces communautés à l'époque, on va retrouver des vaches, des cochons, des moutons, des chèvres. Et on retrouve dans certains pays ce que l'on appelle des wood pastures, donc des prairies forestières finalement, qui pourraient ressembler à peu de choses près au paysage que l'on pouvait avoir à l'époque, si ce n'est qu'il faut imaginer malgré tout une végétation assez dense à l'époque. Et encore une fois, vous voyez que pour cette synthèse chronologique, on a toujours une forêt très dense et une présence humaine relativement faible. Pratiquement intacte depuis le néolithique. Alors on arrive rapidement donc, sur l'époque médiévale, et là, les choses vont quand même beaucoup changer. C'est à cette période que l'on commence à avoir beaucoup de données, à la fois en archéologie, plutôt en archéologie du bâti, et puis on va pouvoir associer aussi les sources documentaires, les archives, à la paléobotanique. Donc ça offre la possibilité de croiser toutes ces données pour avoir un regard, une image relativement correcte. Alors pour cette période, on constate qu'il y a une importante diminution des pollens d'arbres, notamment à la lande de Gou, toujours. On a vraiment une occupation continue dans le temps de la protohistoire jusqu'au Moyen-Âge, où là on passe de 80 à 40% de pollen. Donc là c'est vraiment la grande chute de la forêt. Et pour autant, dans le même temps, de l'autre côté, sur la Ferrière-Bêcher, la forêt se densifie, on voit apparaître le hêtre qui apparaît. Voilà, ici en vert clair sur le graphique. Et toujours voilà, cette grande différence entre les deux diagrammes. La disparition, enfin en tout cas l'exploitation qui se développe de plus en plus de la forêt fait apparaître le paysage que vous avez sous les yeux, c'est-à-dire une sorte de lande à calunes. On va retrouver du jonc, des myrtilles, des bruyères, etc., qui vont coloniser spontanément le paysage, les creux qui apparaissent grâce aux clairières qui sont pratiquées dans le paysage. Alors ces clairières, elles apparaissent comment ? Bien, tout simplement parce qu'on a une constellation de communautés religieuses qui apparaît petit à petit entre le Xe jusqu'au XIIe siècle. Et ces petits édifices que l'on a par exemple avec l'église de Chahin, du Bouillon, etc., vont commencer à dessiner les pourtours du massif, voilà, qui va commencer à trouver la forme qu'il a aujourd'hui. Alors, ces édifices, effectivement, il n'y a pas beaucoup d'études sur ces
sur leur architecture. Néanmoins, on a quand même quelques signes qu'on appelle de précocité architecturale grâce à voilà, ces dispositions de pierre voilà, qu'on appelle en opus spicatum, donc en arête de poisson. Vous allez retrouver aussi ces baies très fines avec des linteaux qu'on appelle des linteaux monolithes. Certains sont décorés. Et ça, systématiquement, si vous voyez ça sur les églises, eh bien, vous pouvez attester que c'est une église très ancienne, aux alentours du XIe, XIIe siècle. Vous allez avoir également la même chose sur la Mabile, l'église de Francheville. Tout ça, ce sont les édifices les plus anciens qu'on peut trouver autour du massif et autour desquels eh bien, des communautés villageoises vont s'agglomérer. Alors, on a également d'autres petits édifices qui s'installent. On a quelques ermitages, quelques chapelles, quelques prieurés. L'un, par exemple, vient s'installer du côté de la Lande de Goux. Et vous voyez que petit à petit, cette constellation vient dessiner le pourtour actuel du massif. On est encore loin de ce que l'on voit aujourd'hui, mais ça se devine rapidement. Et puis vous voyez qu'il y a une grande différence avec le paysage d'avant, si on regarde la petite modélisation que vous avez ici. La forêt, eh bien, elle s'est éclairée petit à petit. On voit des animaux, donc du pâturage, et puis également des cultures, des traces de culture, en plus de l'exploitation du bois. Mais pour autant, il faut attendre le XIIIe, XIVe siècle pour que la présence de l'homme se manifeste vraiment dans le paysage. Et voilà, donc nous arrivons à l'époque moderne. Et là, c'est vraiment un grand changement pour la forêt des Couves. Beaucoup de choses vont se passer à cette période. Et là aussi, c'est intéressant puisqu'on a à la fois le recul des archives, les données palynologiques, et puis tout ce qui concerne l'archéologie. Alors, il y a quelque chose qui est assez intéressant avec justement l'arrivée de ces archives, c'est que grâce à elles, on se rend compte que la forêt, c'est pas du tout ce que l'on associe aujourd'hui comme paysage. Aujourd'hui, pour nous, la forêt, c'est un espace homogène avec des arbres, etc., répartis de façon voilà, plus ou moins homogène. Il y a plusieurs classes d'âge, mais néanmoins, il y a des arbres partout. Et ce qu'on observe dans les archives, c'est que voilà, sur cet petit extrait que je vous ai choisi sur le bois de Goux, donc, qui se situe à l'ouest du massif, on nous dit bien les bois à héritage appelés les bois de Goul, consistant tant en 120 arpents de bois qu'autres terres en herbage ou buissons, landes et pièces vagues. Et on voit en fait qu'à l'époque, la forêt, eh bien, c'est un espèce de patchwork entre des espaces boisés, des espaces dans lesquels on ne va pas trouver de ligneux, donc il y a une autre pratique qui est réalisée, soit de l'agriculture, soit de l'élevage. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que, alors dans le cas du bois de Goux, on est sur un bois seigneurial, donc aujourd'hui on pourrait presque dire un bois privé, et pour autant, on a des habitants qui vont avoir des usages, enfin des droits d'usage. Donc on est à la fois dans un espace privé, mais en même temps dans un espace public, puisqu'on a le mélange des deux. Et par exemple, dans le deuxième extrait, on nous dit « La maison de Montgomery possédait autrefois les bois qui bordent et environnent ma paroisse de Saint-Sauveur de Carouge, et les habitants, à titre de vassaux, avoient droit d'y herbager leurs bestiaux lorsque ces bois avoient, pas évident de lire l'ancien français, atteint l'âge de 5 ans. » Et puis vous avez la lecture aussi. Là, si on regarde ici, les bois de Goul, 100 arpents et bois taillés, appelés les bois de Goul. Voilà. Ça fait mal aux yeux au bout d'un moment. Alors, ce que l'on retrouve pour le bois de Goux, c'est vrai aussi pour la forêt des Couves. On a également des usagers nombreux, civils ou religieux. Et effectivement, la forêt, elle renvoie quelque chose d'extrêmement flou pour nous, puisqu'à l'époque, ce n'est pas seulement un espace occupé par de la végétation ligneuse, c'est un espace vraiment beaucoup plus général, où la production de bois, d'ailleurs, n'est pas la seule activité, puisqu'on va trouver à la fois du pâturage, de l'exploitation de bois, le ramassage de bois vifs, de bois morts, etc. Tout se ramasse en forêt. Si on avait aujourd'hui un homme du Moyen-Âge à se balader dans les forêts, je pense qu'il dirait quel gâchis. Parce qu'il y a du bois mort au sol, parce que pour des raisons écologiques. C'est là où on va trouver toute la biodiversité. À l'époque, tout ça, on le ramasse. Si vous avez également des bruyères, des fougères, etc., c'est ramassé aussi, c'est exploité pour en faire une litière pour les animaux. Donc, c'est une forêt qui est effectivement surexploitée. C'est vu comme un espace de production, à la fois de bois, mais de toutes les autres matières présentes.
Alors c'est aussi un espace qui relève de la diplomatie. Quand on est seigneur, qu'on possède un bois, il faut effectivement ménager ses vassaux. Il y a l'aspect aussi diplomatique qui se manifeste davantage avec la relation avec le milieu, le pouvoir ecclésiastique, puisque leur donner des droits, eh bien, c'est s'assurer également une place au ciel. Donc il y a forcément énormément de monde en forêt qui gravite et qui exploite la forêt. Alors c'est dans cette période de l'époque moderne qu'on voit apparaître les fameux parcellaires dont je vous ai montré tout à l'heure quelques exemples. Lorsqu'on est dans le cadre d'une exploitation agricole, on va trouver des structures qui sont délimitées par un talus et un fossé. Et quand on est sur de l'élevage, on va retrouver des murets de pierre sèches que l'on voit notamment sur la Lande de Goût. Et d'ailleurs, si vous vous promenez sur la Lande de Goût, je vous invite à le faire, c'est un endroit qui est magnifique. C'est presque l'Irlande, tellement il y a de murets de pierre partout. En tout cas, c'est l'image souvent qui est donnée par les habitants. Ça donne un peu l'impression de l'Irlande. Donc voilà, énormément d'exploitation. Et également, je vous ai parlé tout à l'heure d'établissements religieux comme les chapelles, les ermitages, etc. On a effectivement une vocation, ce sont des lieux de piété, mais ce sont surtout des sites à vocation agricole. On va retrouver notamment pour le site de l'ermitage de Vintanaps, qui est du côté, pour ceux qui connaissent, du carrefour du Rendez-vous. Ce site, il est décrit en 1667, et on va décrire l'endroit comme étant bordé de haies et comme contenant des traces de labour. Alors sur le lidar, malheureusement, on n'a pas pu observer cet élément, mais c'est décrit en 1667. Et on a la même chose également pour la chapelle Sainte-Catherine de Poitou, qui là se trouve pas très loin du parcours santé. Et là aussi, vous aviez un espace qui était bien délimité au sein de la forêt, avec 15 arpents de bois et 15 arpents de terre labourable. Et en plus de ça, on va trouver des retenues d'eau, alors probablement des viviers pour élever des poissons. Et puis, dans ma recherche, il y avait 2 parcelles qui étaient assez atypiques. Alors quand je dis atypique, c'est parce que c'est au niveau de la taille. On a ici une parcelle extrêmement vaste qui fait 150 hectares, et puis une deuxième qui fait un peu moins de 100 hectares. Voilà une interrogation depuis l'acquisition des données LIDAR. On ne savait pas du tout à quoi ça correspondait. Et puis, j'ai essayé de voir la chose de façon un peu plus large. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y avait effectivement des retenues d'eau. Au niveau de la toponymie, on avait le petit parc, l'écurie. On a ici les Varennes qui ressemblent étrangement aux Garennes. Et on est probablement ici en présence en fait, d'un espace synégétique, ce qu'on appelle en Angleterre les parcs à gibier. On en voit beaucoup en Angleterre. Il y a eu plus de 3000 sites identifiés en Angleterre et qui ressemblent effectivement à cette disposition avec 2 parcelles, tout simplement pour éviter le surpâturage. Si vous aviez des animaux comme des chevreuils, des cerfs, pour éviter qu'ils abroutent l'ensemble de la végétation, on les emmenait dans la deuxième parcelle. Tout ça a été clôturé, soit par des haies, soit par une palissade. Ce qui reste aujourd'hui, ce sont des fossés et des talus. Mais effectivement, c'est un site à vocation, entre guillemets, d'élevage, mais à vocation agricole, à vocation synégétique. Les places d'eau, c'est également pour abreuver les animaux, mais aussi pour attirer des oiseaux, du gibier d'eau. Voilà, tout est raisonné de cette façon. En tout cas, c'est ce qu'on voit. On voit la même organisation en Angleterre. Et petit écho, encore une fois, la Lande de Goût. J'y peux rien. J'aime beaucoup cet endroit. On a les chapiteaux donc du prieuré. Les chapiteaux qui datent du XIIe siècle, où on voit effectivement ces scènes de chasse, où on va retrouver une chasse à courre. Et là, c'est pas le meilleur angle, mais un loup qui attaque une chèvre. Donc, ce qui rappelle effectivement cette vocation synégétique de la forêt. Et pour autant, ici, on n'a pas encore réussi à donner de chronologie à cet ensemble. Et puis, l'époque moderne, c'est aussi l'essor de la production de charbon de bois. Alors, souvent, la forêt, c'est associé aux bûcherons, aux sabotiers, etc. Tous ces vieux métiers. Alors, pas les bûcherons, les bûcherons sont encore bien présents dans les forêts. Mais en tout cas, les sabotiers, les cercleurs, etc., les charbonniers, il y en avait beaucoup. Mais s'il fallait retenir une seule activité sur la forêt des Couves, ce sont les charbonniers. Puisque on a trouvé plus de 9500 plateformes de charbonnage sur Écouves.
Vous allez voir une image tout à l'heure. Simplement, juste pour vous expliquer comment on fabrique du charbon, c'est simplement un tas de bois. Alors c'est un peu péjoratif, vu la qualité du rangement quand on regarde sur les images. Donc ce tas de bois qu'on appelle une meule, qu'on va recouvrir de branchages, de feuilles et puis de terre, et tout ça va cuire à l'étouffée puisqu'on va insérer des braises dans la cheminée que vous avez ici. Et tout ça va cuire pendant 2 jours ou 3, en fonction de la quantité de bois que l'on a placé sur une plateforme de charbonnage. Ce que l'on voit aussi sur les images, c'est que les diamètres sont relativement faibles. C'est vraiment des petits morceaux de bois, c'est des branches, si on peut dire. Ce qui signale aussi que la forêt charbonnée, en tout cas qui est exploitée pour la fabrication du charbon de bois, c'est une forêt qui est très jeune, que l'on va exploiter tous les 5, 10, 15, 20 ans. Contrairement à la futaie, où là on est sur des périodes bien plus longues, entre 100, 200, on peut même aller plus loin pour certaines essences. On n'est pas du tout sur les mêmes modes de gestion, ce qui va aussi influencer sur la qualité du sol. Plus on va exploiter ce sol, plus il va s'appauvrir. Donc ça va causer effectivement une grosse problématique sur Écouves. Vous avez ici la distribution des plateformes. Et vous voyez qu'effectivement, il y en a beaucoup. Donc voilà le signal qui apparaît sur le lidar. Donc ce sont des grandes plateformes circulaires. Et on voit sur cette carte que la distribution de ces charbonnières est assez inégale. Ce qu'on remarque dans un premier temps, c'est qu'effectivement, elles sont assez absentes des crêtes. Puis il y a certains autres endroits, comme ici, où on en voit très peu. Là également. Ici aussi, également au sud. On va revenir là-dessus tout à l'heure, mais si on compare également la forêt d'Andenne, on va retrouver, sur Andenne, je crois que c'est à peu près 5500 plateformes, Écouves 9500, donc si on assemble les deux, on est à pas loin de 15 000 plateformes de charbonnage. Alors il y a eu beaucoup d'études sur les plateformes et sur les charbonnières en France. Je me souviens d'avoir lu une étude, c'était la première, alors ils avaient retrouvé 200 charbonnières, ce qui paraissait énorme, et puis une deuxième, il y avait 1500 plateformes de charbonnage, là il y avait un qualificatif qui était, c'est extraordinaire, c'était une grande découverte. Et là, effectivement, quand on est tombé sur 9500 plateformes, on ne savait pas trop quoi dire. Donc on avait beaucoup de questions, pourquoi on en avait autant et surtout pourquoi on avait si peu d'informations sur ce passé lié à la forêt. Très peu d'archives, pratiquement pas de photographies de l'époque et aucune mémoire locale. En tout cas, on n'a pas pu recenser d'anciens charbonniers, de petits-fils, arrière-petits-fils de charbonniers. Peut-être que certains d'entre vous en connaissent. Si jamais c'est le cas, dites-le moi parce que ça m'intéresse beaucoup. Si on regarde les choses d'une autre façon, on voit effectivement qu'il y a des milieux qui sont vraiment favorables, en tout cas qui sont très prisés par les charbonniers. C'est vraiment les cœurs des massifs, et ce qu'on observe ici, c'est que ce sont des milieux extrêmement bien drainés. C'est probablement aussi là où on va trouver les meilleurs fonds, les meilleurs sols. Probablement que c'est ici où on va avoir le renouvellement de la forêt, le renouvellement de la matière bois qui se fait le plus facilement. C'est d'ailleurs ce qui est assez amusant encore aujourd'hui pour ces zones en rouge. Elles sont identifiées par les forestiers actuels comme étant les meilleurs fonds. Donc les charbonniers de l'époque n'étaient pas bêtes. Et voilà un peu l'enveloppe que l'on peut observer de la forêt charbonnée, donc la forêt qui est privilégiée par la production du charbon de bois. Et ce qui est assez amusant, c'est que cette carte, elle ressemble étrangement à une autre qui date de 1706, où l'on observe un certain nombre de clairières. Alors, ça reste une représentation du XVIIIe siècle, mais pour autant, c'est vrai que la proximité entre les deux me fait dire qu'on avait une forêt à la fois où on va trouver effectivement du bois, en tout cas des zones avec des ligneux, et puis d'autres vouées au pâturage, notamment sur les hauteurs du massif. Alors on a essayé d'aller plus loin, puisque comme on n'avait pas de données chronologiques, alors c'est une pratique qu'on utilise depuis l'Antiquité, avec la même technique, avec les mêmes méthodes. On fait un grand cercle au sol, une grande plateforme, on pose du bois, on recouvre, et ça on le fait depuis l'Antiquité jusque dans les années 1970. On n'a aucune façon, par la typologie, par les dimensions, etc., d'identifier une date à ces structures. Donc le seul moyen, c'est d'en faire une fouille. Donc j'ai eu la chance sur les 9500 d'en fouiller 10, donc ce qui est peu, mais ce qui nous a permis quand même de réaliser un certain nombre de dates. Et ce que l'on observe, c'est que ces dates, en tout cas les bornes chronologiques, on est aux alentours du 15e jusqu'au XXe siècle.
Et la grande période d'exploitation du charbon correspond au XVIIe et XVIIIe siècle. Surtout le XVIIIe siècle, tout simplement parce qu'à l'époque, c'était le comte de Provence, donc le frère de Louis XVI, qui obtient le duché d'Alençon en apanage. Donc il obtient tous les bénéfices notamment de l'exploitation de la forêt, et il va faire en sorte d'exploiter au maximum la forêt. En révisant les années d'âge, donc on va passer de 10 à 5 ans pour les rotations, en tout cas dans certaines zones, de 10 à 20. Voilà, donc c'était finalement une forêt très jeune à l'époque, aux alentours de la Révolution française. Alors si on revient sur notre forêt de départ, avec du pastoralisme, des champs, des parcelles de champs, etc., et la forêt, eh bien, elle a bien changé en quelques siècles. Les pratiques ont changé aussi. On va avoir de plus en plus une surface agricole plus importante. On va drainer également les zones humides puisqu'elles sont considérées comme impropres à la production de bois. On surexploite la forêt. On est vraiment dans une logique industrielle de la forêt pour le XVIIIe siècle. Et puis, en plus, voilà, elle s'est largement morcelée depuis la dernière période, depuis l'époque médiévale. Et on arrive enfin à l'époque contemporaine, où là, effectivement, encore une fois, beaucoup de choses évoluent depuis la Révolution française. On a, dans un premier temps, une observation qui est faite entre 1820 et 1830 que la forêt, elle s'est complètement dégradée. Aux alentours de 1830-1860, on va considérer qu'il y a plus de 3000 hectares de vides et de clairières en forêt. Donc, il faut imaginer que ça prenait quand même une place assez importante sur le massif. Donc l'objectif, ça va être de restaurer la forêt, en tout cas de retrouver une couverture forestière assez importante et de le faire le plus rapidement possible. Donc ce qu'on va faire, ça va être d'implanter des essences exotiques, en tout cas qui ne sont pas présentes naturellement et historiquement sur le massif, à commencer par le pin sylvestre, l'épicéa, le sapin pectiné. Alors, ce qui est assez amusant finalement, c'est que dans la littérature, on observe que, alors c'est souvent ce qui va être dit, c'est que c'est la Révolution française qui va impacter énormément la surface forestière, parce que c'est une période de non-droit, etc. Finalement, ce n'est pas vraiment le cas. Il y avait une gestion forestière qui était appliquée à l'époque, c'est vrai, mais qui était répartie sur une surface plus grande puisque les bois privés étaient associés, sont arrivés dans le domaine des biens nationaux. Pour la période la plus intense d'exploitation et de production de bois, c'est vraiment la période du comte de Provence, qui va vraiment surexploiter la forêt. C'est lui qui va aménager des routes, on lui doit également les bornes en granit indirectionnelles qui permettaient aux voituriers de s'aventurer dans la forêt et de se rendre sur les sites d'exploitation et de production et de transformation. Donc c'est vraiment une période où il y a eu une énorme exploitation de la forêt, et donc il va falloir la restaurer. Alors voilà un peu le paysage que l'on peut observer au XIXe siècle. La grande révolution qui va se passer à l'époque, c'est l'apparition d'un code forestier en 1827 qui va justement inviter à régler, à aménager la forêt pour la restaurer. C'est ce qui va se passer sur la forêt des Couves. Et vous avez ce petit graphique où on voit effectivement qu'il y avait 48% de la forêt des Couves avec des vides et clairières, très peu de futaies. C'était vraiment une forêt très jeune. Et forcément, avec l'extinction des fourneaux, la production de charbon, elle va s'amenuire petit à petit. Mais il va y avoir une autre demande qui va être la pâte à papier. Donc la forêt, elle va changer d'aspect là aussi parce qu'on a d'autres besoins. Donc on va effectivement implanter notamment des pins sylvestres aussi pour la production de mâts. C'est vrai que la forêt, on l'exploite aussi pour produire du bois pour les navires, pour la construction de navires. Et les pins sylvestres sont principalement utilisés pour faire des mâts. C'est des bois légers, souples. Donc on va les utiliser là aussi dans un autre domaine. Malheureusement, on va le faire d'une façon assez importante. On va introduire les résineux
d'une façon vraiment importante. C'est une essence que les forestiers de l'époque ne connaissent pas. Et il va se passer un certain nombre d'événements qui vont limiter justement la présence de ces essences-là, avec énormément d'incendies. Voilà, par exemple, vous avez en 1917 pratiquement 1500 hectares, un peu plus, qui disparaissent sous le feu, sous la fumée, donc en forêt des Couves. Il y a une série effectivement d'incendies qui va demander de trouver une autre façon finalement d'aménager la forêt. C'est pour ça finalement que lorsqu'on observe le massif actuel, 50% de feuillus, 50% de résineux, ça aurait pu être beaucoup plus de résineux. Peut-être que les incendies ont justement influencé une certaine limite, en tout cas, de leur présence. Ce que l'on observe, c'est que l'implantation des résineux, on va les trouver principalement sur les crêtes. Tout à l'heure, je vous ai dit que les crêtes étaient probablement absentes. En tout cas, il y avait très peu de végétation ligneuse. Et c'est dans les vides et clairières que l'on va implanter ces résineux. Également aussi parce qu'on est sur des sols qui sont relativement pauvres. On a une épaisseur très superficielle de terre. Donc, c'est des sols qui conviennent pour autant très bien ces essences ces essences venues d'ailleurs. On arrive effectivement dans les périodes que l'on connaît aujourd'hui, de la forêt que l'on connaît aujourd'hui, avec un regain forestier. Pour autant, la forêt, elle est exploitée, mais elle est exploitée de façon durable, de façon à pérenniser la présence de la ressource en bois. Donc il y a une exploitation, mais qui s'assure du renouvellement de la forêt. À titre de comparaison, aujourd'hui, l'ONF prélève à peu près 50 000 m3 de bois par an. Au XVIIIe siècle, c'était 100 000 m3. Donc aujourd'hui, on prélève 2 fois moins de bois en forêt. Et la grande différence, c'est qu'aujourd'hui, c'est sur de la futaie. Hier, c'était sur du taillis, donc sur des bois très petits, jeunes, et une forêt donc très touffue. Aujourd'hui, on a vraiment effectivement une forêt qu'on pourrait qualifier de forêt cathédrale, mais qui est le fait de l'homme. Alors, si on devait faire une grande synthèse de la forêt, de l'histoire de la forêt, vous trouveriez cette frise. Et effectivement, on voit que la forêt, c'est un espace qui est extrêmement mouvant, qui réagit à la fois au climat, aux conditions météorologiques, au contexte également socio-économique, également à la politique en place. Donc, ce que l'on peut observer sur les couves, c'est que elle présente une continuité forestière de longue date, ce qui est assez rare finalement dans les études qui ont pu être faites sur les forêts. Les défrichements arrivent bien plus tôt. Dès le néolithique, on va trouver des défrichements. Ici, ce n'est pas le cas. Il faut attendre le XIIIe, XIVe siècle, et avec les archéologues et les palynologues avec qui j'ai travaillé et discuté m'ont dit c'est hors norme. Ça n'arrive que très rarement. On voit ce genre de graphique très rarement. Et effectivement, on va voir que la forêt, elle répond, les paysages répondent à des événements politiques, des guerres, etc. On voit les guerres de religion, la guerre de 100 ans qui vont avoir des impacts sur la couverture forestière. Et puis, petit à petit, également, les paysages vont évoluer par le biais de l'homme, par les implantations, etc. Alors, telle que nous la connaissons, la forêt des Couves, c'est 65% de la forêt actuelle était déjà boisée en 1667. Donc c'est finalement c'est considéré en tout cas ces forêts comme étant, on parle de forêts anciennes, c'est des forêts qui ont une valeur assez importante d'un point de vue patrimonial, d'un point de vue de la biodiversité aussi, puisque plus ces écosystèmes perdurent dans la durée, plus on va retrouver des essences qui sont associées justement à l'ancienneté du foncier. Pour le coup, finalement, la seule inconnue que l'on a, en fait, c'est le futur. On connaît maintenant désormais très bien l'histoire de la forêt des Couves, mais effectivement, son avenir, on ne le connaît pas. On a effectivement, sur la dernière période, ce réchauffement
actuelle qui pose question. On parlait il y a quelques années d'un réchauffement à 1,5 degré. Aujourd'hui, on parle plutôt de 2, 3, 4 degrés. En tout cas, ce sont des projections qui sont désormais faites alors qu'on ne le faisait pas il y a 5 ans et qui posent beaucoup de questions sur certaines essences présentes historiquement et notamment, on pense beaucoup aux hêtres hein, qui souffrent des sécheresses à répétition. Donc voilà, on a une grande incertitude sur son avenir, bien qu'aujourd'hui on connaisse bien son passé. Et pour autant, on voit que là, en quelques 300 ans, pour ce que l'on voit à l'écran, c'est l'homme qui a garanti la présence forestière. Et peut-être que certains, aujourd'hui, ont tendance à imaginer qu'il faudrait laisser la nature faire les choses, ce qui potentiellement est faisable. Hein. La forêt peut très bien se maintenir toute seule. Pour autant, les défis qu'elle a à surmonter nécessitent probablement un appui, ou en tout cas un soutien de l'homme, probablement plus important qu'on a pu le faire auparavant.